Bonjour, bienvenue dans ce quatrième volet dédié à l'analyse de l'invention numéro 5 de Jean-Sébastien Bach. Donc comme promis, cette fois-ci, je vais vous parler donc des rencontres harmoniques qu'utilise Bach dans cette composition. Pour vous montrer ma démarche analytique, je vous propose d'aller voir tout de suite de plus près la mesure numéro 4. À mon sens, il y a deux angles d'approche pour analyser l'harmonie de cette partition. Le premier angle, c'est les intervalles. Alors l'intervalle, c'est l'écart qu'il y a entre deux notes sonnant ensemble. À l'époque de Jean-Sébastien Bach, comme après, un peu comme avant évidemment, vous avez deux types d'intervalles, des consonances et des dissonances. Les consonances, vous avez certaines règles pour les enchaîner, et les dissonances également, vous avez des règles pour pouvoir les placer. Un peu comme dans une recette, le poivre et le sel. Alors si vous mettez trop de condiments, votre cuisine va être chargée, épicée. Si vous en mettez pas assez, évidemment, elle va être fade. Donc comme en cuisine, Bach va devoir composer avec des petits ingrédients qu'on appelle les intervalles et jouer avec, on va dire, un bon ratio entre consonance et dissonance. Alors si on regarde cette mesure de plus près, on recense donc des intervalles de sixte, de tierce, de quinte, qui sont des intervalles consonants, et les intervalles de septième, seconde et de quarte, qui sont des intervalles dissonants. Alors les intervalles de septième, de quarte et de seconde, on ne peut les utiliser que dans certaines conditions. Précisément, il y a 6 conditions pour les utiliser, 6 conditions qui sont représentées par ce qu'on appelle les notes étrangères. Alors je ne vais pas vous détailler les notes étrangères, je vais partir du principe que vous les connaissez presque, et je vais vous parler de la première septième que l'on croise dans cette mesure, qui donc est créée entre le La et le Sol. Le Sol, à la main droite, est une note qui tient, et qui est consonante avec le Si juste en bas, et le La est une note qui passe entre le Si et le Sol à la main gauche, et qui crée donc une dissonance de septième avec la main droite. Cette note donc qui passe entre le Si et le Sol, on l'appelle la note de passage. Et donc on peut créer et utiliser une dissonance parce qu'on la justifie en note de passage. Si on prend les deux dissonances suivantes, donc la seconde et la septième, elles sont créées également par la basse, par le La et le Fa. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une double broderie. Donc une broderie, mais faite deux fois, une au-dessus et une en dessous. Donc en fait, les notes qu'on appelle réelles, c'est-à-dire les notes qui seraient des consonances, seraient les deux sols. Et le La et le Fa tournent autour de ce sol, une au-dessus, une en dessous, pour créer une double broderie, donc une autre dissonance, deux autres notes étrangères. On peut donc analyser toute la pièce sous cet angle, l'angle des intervalles avec les consonances et les dissonances, pour comprendre quel est le ratio de consonance, quel est le ratio de dissonance et comment Bach construit son discours avec cela. Alors on va écouter le morceau en entier maintenant. Je vous ai placé les dissonances en couleur pour que vous puissiez les repérer. Alors juste un petit point en chiffres,
La pièce est donc composée d'a priori 482 intervalles. Vous avez 341 consonances et vous avez 141 dissonances. Soit globalement, si je rapproche un peu les chiffres, 66%, donc 2 tiers de la pièce sont des consonantes et un tiers de la pièce, 33%, est fait de dissonances. Alors maintenant, je vais vous exposer mon deuxième point de vue analytique, c'est-à-dire des accords supposés que Bach aurait placés et qui lui auraient servi de trame. Alors revenons sur notre quatrième mesure. L'idée, même si l'écriture est à deux voix, ce serait d'imaginer donc des suites d'accords à 3 ou 4 sons que Bach aurait pu placer et tout ça dans des tonalités. Donc par exemple, si je prends le début de la mesure, on voit que la main droite elle fait mi, sol, si, mi. Donc ça c'est un arpège d'un accord de mi bémol majeur, mi, sol, si. Et donc dans ces cas-là, si je fais le tri un peu dans la main gauche, je vois sol, do, si, la, sol, la, fa, sol. Le do, le la et le fa seraient donc des notes qui n'appartiennent pas à cet accord de mi, sol, si, qui serait un accord donc du premier degré, avec une base, c'est-à-dire la note la plus grave, sol, donc c'est-à-dire un renversement 6. Donc il se trouve dans ce cas précis que le do, le la et le fa sont des notes étrangères qu'on peut expliquer. Alors le la et fa seraient toujours d'une double broderie, et puis le do pourrait être par exemple une échappée, une note qui sort au-dessus de la mélodie. Et donc ces notes étrangères seraient vraiment calculées par rapport à des harmonies, c'est-à-dire des accords à trois sons supposés, et non aux rencontres précises intervalliques comme on a fait dans le premier point de vue. Et du coup, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le do, qui tout à l'heure n'était pas une note étrangère dans le point de vue numéro 1, puisque do, mi faisait un intervalle de tierces, devient une note étrangère par rapport à l'accord mi, sol, si. Alors voici sur la première page le mélange de ces fameuses notes étrangères. En jaune, les notes étrangères harmoniques, en bleu, les notes étrangères simplement liées à l'intervalle, et puis en violet, les notes étrangères qui regroupent le tout. Alors ce qu'on remarque sur cette première page et qui va se vérifier sur les pages suivantes, c'est que les notes étrangères liées à l'analyse harmonique, au point de vue harmonique, vont être plus importantes en nombre, à contrario des notes étrangères réelles liées à l'intervalle. Et pour moi, ce point de vue a sa place. Quand on regarde toute la pièce, en fait, il y a quand même des enchaînements très logiques qui se faisaient à l'époque de Bach, mais qui se sont faits après même à l'époque classique, etc. Des enchaînements donc très logiques d'accords, et qui veulent bien dire que Bach avait conscience de son évolution harmonique et de l'évolution donc de ses accords, à 300 ou à 400. Alors maintenant, réécoutons une dernière fois toute l'invention numéro 5 de Jean-Sébastien Bach. Sur la partition, je vous ai placé les chiffrages d'accords supposés, les degrés des accords, et puis aussi en orange, les notes étrangères liées justement aux harmonies.
Et voilà, ainsi s'achève cette quatrième vidéo sur l'analyse donc de l'invention numéro 5 BW 776 de Jean-Sébastien Bach. J'espère que cela vous aura plu. J'ai pas exploré à 100% sur ces vidéos tous les points, mais je vous ai donné en tout cas les clés et les pistes de travail qui pourraient peut-être vous aider donc pour une prochaine analyse sur ce type d'œuvre. Voilà, bonne continuation, merci, au revoir.